Il y a un petit village à 1 heure et demie de chez moi où se tient un festival très populaire chaque automne, attirant des gens de tout l'État. Je ne vais pas dire le nom de la ville pour des raisons de confidentialité, mais c'est aussi une zone complètement morte pour les téléphones portables, ce qui a été l'un des facteurs cruciaux dans le déroulement des événements comme ils se sont produits. Le fait est que mes frères et moi voulions assister à ces festivals depuis longtemps, et cette année, nous avons finalement pu le faire. C'était un dimanche chaud, et mon frère cadet de 23 ans, mon frère aîné de 30 ans, et moi de 27 ans, sommes montés dans ma camionnette et avons pris la route vers CE Village pour profiter du festival. Je me souviens que nous étions très enthousiastes à l'idée de voir l'exposition de voitures classiques qu'ils allaient organiser, car nous aimons tous beaucoup les voitures classiques. Ce village est vraiment petit, et ce jour-là, il était bondé de monde, et il n'y avait pratiquement pas de place pour se garer. Donc nous avons dû nous garer dans le parking du parc public de l'autre côté de la rivière, en face du village. Cela signifiait que nous avions une marche d'environ 15 minutes et que nous devions traverser un pont pour atteindre le village. Cependant, cela ne nous dérangeait pas, car le temps était parfait. Alors nous avons laissé la camionnette dans le parking et avons commencé à nous diriger vers le premier des 2 ponts que nous devions traverser. Juste avant d'atteindre le premier pont, une femme asiatique très jolie, probablement âgée de 20 à 25 ans, s'est approchée de nous pour nous demander comment se rendre au festival. Nous lui avons indiqué le chemin, mais elle ne semblait toujours pas comprendre. Alors, en tant que garçon trop gentil, nous avons décidé de la laisser nous suivre au festival, ce qui, je le sais maintenant, fut une erreur fatale. Nous avons commencé à marcher avec la jeune femme vers le festival, et elle semblait très aimable et charmante, surtout avec mon frère cadet, à qui l'attention de la jeune femme ne semblait pas indifférente. Nous sommes finalement arrivés au petit village, et mon frère aîné et moi voulions aller voir le festival, en particulier l'exposition de voitures classiques, car c'était le plus important pour nous, en fait la raison principale pour laquelle nous étions venus ici. Mais la jeune femme a dit qu'elle cherchait un endroit particulier dans la ville où se déroulait un certain événement du festival, mais qu'elle ne savait pas comment le trouver. Bien que ce fût la première fois que nous venions au festival, ce n'était pas la première fois que nous étions dans le village. En fait, nous étions venus de nombreuses fois auparavant avec notre père pour pêcher, donc nous connaissions assez bien la région. Alors, étant très gentil avec la jeune femme, mon frère cadet s'est proposé de l'y conduire et nous a dit qu'il nous retrouverait ensuite à l'exposition de voitures. Nous étions d'accord, mais nous ne savions pas à ce moment-là que ce serait la dernière fois que nous le verrions pendant 2 ans. Après avoir laissé notre frère cadet avec la jeune femme, mon frère aîné et moi sommes allés à l'exposition de voitures. Et après avoir commencé à admirer toutes les voitures classiques, bien sûr, nous avons complètement oublié notre petit frère, car nous étions trop distraits pour nous rendre compte que beaucoup de temps s'était écoulé et qu'il n'était toujours pas arrivé. Avant de nous en rendre compte, il était presque midi. Et c'est alors que nous avons réalisé que notre frère n'était toujours pas venu nous chercher. Cela nous a paru étrange, mais nous n'avons pas pensé à quelque chose de mauvais à ce moment-là. Nous avons essayé de l'appeler, mais nous nous sommes rapidement rendus compte qu'il n'y avait pas de service de téléphonie mobile dans le village. Comme je l'ai dit précédemment, nous n'étions pas encore trop inquiets. Alors nous avons décidé d'aller manger. Nous avons déjeuné dans l'un des restaurants locaux, et après nous être assis et avoir passé notre commande, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai remarqué un téléphone public de l'autre côté de la rue. J'ai donc décidé d'essayer de l'utiliser pour voir si je pouvais le joindre. J'ai traversé la rue en profitant du fait que nous attendions toujours notre nourriture, et j'ai essayé d'appeler le numéro de mon frère, mais l'appel n'a pas abouti. Il était donc probable qu'il n'ait pas non plus de réseau. J'ai raccroché et suis retourné au restaurant où notre nourriture avait finalement été servie. Alors nous avons commencé à manger. Après le déjeuner, nous avons décidé de marcher et nous avons visité quelques vendeurs ambulants tout en essayant de rester attentifs au sas où nous verrions notre frère cadet, bien que, avec la foule présente, cela fut vraiment difficile. Lorsque 4 heures ont sonné, nous étions assez inquiets
et ne savions pas quoi faire. Alors nous sommes allés voir l'un des policiers locaux qui surveillaient le festival et nous lui avons expliqué la situation. Il a rapidement appelé par radio les autres officiers pour qu'ils soient attentifs. Mais encore une fois, avec la foule présente, il serait vraiment difficile de le repérer précisément. À 18h, nous avons parcouru tout le village pour essayer de le trouver, mais nous n'avons vu aucun signe de lui nulle part. C'est à ce moment-là que nous ne profitions plus du festival, bien au contraire, et que nous voulions juste retrouver notre frère et rentrer à la maison. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il était déjà 19h, et il commençait à faire nuit. Nous avions décidé de retourner à notre voiture et de voir si nous pouvions l'attendre là-bas. Nous étions sûrs qu'à cette heure-là, ce serait le premier endroit où il irait. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau, et il n'y avait toujours pas de signal, donc je ne pouvais appeler personne. 1 heure s'est écoulée sans aucun signe de lui, mais je ne voulais pas partir et laisser mon frère cadet coincé là-bas. Alors nous sommes restés assis dans la voiture un moment de plus. Vers 22h, il faisait complètement nuit, et il n'y avait toujours aucun signe de lui. À ce moment-là, nous étions la seule voiture restant sur le parking, et un garde forestier s'est arrêté à côté de nous pour nous dire que le parc était fermé et que nous devions partir. Nous avons expliqué la situation au garde forestier, qui a dit qu'il appellerait également par radio le département de police local. Nous lui avons donné nos numéros de téléphone, et il a dit qu'il resterait sur ce terrain pendant un moment pour voir si quelqu'un correspondant à la description de mon frère apparaissait. Je ne voulais toujours pas conduire 1 heure pour rentrer chez moi à ce moment-là sans lui. Alors le garde forestier a suggéré que nous trouvions une chambre d'hôtel à proximité pour ne pas être trop loin. Et nous n'avons pas eu d'autre choix que de le faire. Heureusement, nous avons trouvé un hôtel qui avait 2 chambres disponibles. Nous avons payé, et une fois arrivés dans la chambre, j'ai appelé le garde forestier pour lui faire savoir dans quelle chambre nous étions au SAA où il aurait besoin de nous contacter. Et je lui ai donné le numéro du téléphone qui se trouvait sur la table de nuit de notre chambre. Je me suis aussi douché, puis je me suis assis sur le lit, et je me suis connecté au Wi-Fi de l'hôtel pour vérifier si mon frère m'avait laissé un message. Mais il n'y avait rien. J'ai essayé de l'appeler à nouveau, mais l'appel est allé directement à la messagerie vocale. Je lui ai laissé un message lui disant où nous étions, et je lui ai même envoyé un texto. J'ai laissé mon téléphone allumé et j'ai essayé de dormir, mais inutile de dire que nous n'avons pas très bien dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, la première chose que nous avons faite a été de vérifier nos téléphones, mon frère aîné aussi, et à ma grande surprise, il n'y avait aucun message de notre frère cadet, ni messages vocaux, ni textos. Rien. Comme tout le monde peut s'en douter, nous étions très inquiets à ce stade. Je veux dire, il restait normalement toujours en contact avec nous, quoi qu'il arrive. Ce matin-là, après le petit déjeuner, nous sommes allés immédiatement au poste de police locale et avons déposé un rapport de personnes disparues, et ils ont immédiatement émis une alerte ce jour-là. À ce moment-là, c'était lundi, et le festival était terminé, donc la ville s'était vidée, et toutes les routes étaient de nouveau ouvertes. C'est pourquoi nous avons décidé de parcourir toute la ville en voiture pour voir si nous pouvions le trouver quelque part. Comme je l'ai dit au début, cette ville n'était pas très grande, c'était en réalité un village, et elle n'avait que 8 pâtés de maisons et 5 routes parallèles. Nous avons parcouru chacune d'elles en voiture, mais nous n'avons rien trouvé. Nous avons même vérifié les alentours de la ville, mais nous n'avons jamais trouvé la moindre trace de notre frère. Durant la semaine suivante, nous sommes restés à cet hôtel pendant que plusieurs amis se sont joints à notre recherche et ont essayé par tous les moyens possibles de le contacter par email, Messenger, appel vidéo, tout, mais sans obtenir de réponse non plus. Tous mes messages sur Messenger ont été reçus, mais non lus, ce qui me faisait penser que son téléphone devait être quelque part. J'ai même publié sur Facebook à propos de toute cette affaire et demandé à tous ceux que je connaissais d'être attentifs. Après environ 1 semaine, mon frère aîné et moi sommes rentrés chez nous, hésitants, car nous ne pouvions pas prendre plus de congés au travail. Durant les mois suivants, nous avons même placardé la ville de Tract, espérant que quelqu'un le retrouverait, mais nous n'avons jamais obtenu aucun indice.
Après quelques mois sans aucune piste, le département de police du village a dû annuler l'opération de recherche complètement, car ils avaient des affaires plus importantes à traiter. De plus, ils avaient également vu leur budget réduit. Alors, 1 an est passé, puis 2, et nous n'avons eu aucune nouvelle de mon frère. Mais un jour, après plus de 2 ans d'angoisse et d'incertitude, nous avons reçu un appel, littéralement une semaine avant Noël. C'était le département de police du village, et ce qu'ils nous ont dit nous a totalement horrifiés. Les policiers nous ont dit qu'ils avaient mené une descente antidrogue dans une caravane située dans un parc de caravanes en périphérie de la ville. Cela faisait suite à une dénonciation de certains voisins qui avaient remarqué un trafic de drogue. La descente aurait dû avoir lieu 1 an plus tôt, mais en raison de problèmes budgétaires, ils n'ont pu la réaliser que maintenant. Mais en perquisitionnant la caravane, ils ont trouvé, parmi d'autres victimes, mon frère cadet, attaché dans l'une des chambres, gravement déshydraté, sous-alimenté et blessé. Lorsqu'ils l'ont emmené à l'hôpital et interrogé, il a raconté que la même femme asiatique du festival l'avait conduit dans une ruelle où 3 hommes l'avaient attaqué avant de le jeter à l'arrière d'un vieux camion de glace, puis de l'emmener dans la caravane. Une fois là-bas, il a été abusé à plusieurs reprises et utilisé comme esclave pour accomplir des tâches vraiment horribles. Il lui avait administré des substances prohibées contre sa volonté et l'avait soumis à toutes sortes de cruautés durant ces 2 dernières années. Il n'y a aucun moyen de décrire ce que peut ressentir une famille en recevant une telle nouvelle. D'un côté, nous étions heureux de savoir que mon frère était en vie, mais d'un autre côté, savoir toute l'agonie qu'il avait traversée nous a brisés en 1000 morceaux. Mon frère a passé 3 mois à l'hôpital pour se remettre physiquement de tous ceux qui lui avaient fait. Et il est toujours en thérapie aujourd'hui pour faire face au traumatisme de cette horrible expérience, mais ce n'est pas facile. La police a déclaré qu'il s'agissait probablement d'un vaste réseau de trafic humain utilisant la jeune femme asiatique pour attirer les victimes. Il semble que ces hommes avaient également vécu dans cette caravane pendant près de 15 ans, et personne n'avait idée de ce qu'ils tramaient. Vous vous demandez probablement comment ils ont pu passer inaperçus. Eh bien, si vous vivez dans une zone défavorisée comme ce parc de caravanes, il y a un dicton non écrit qui dit de ne pas dénoncer vos voisins, car cela vous mettrait immédiatement en danger. Mais heureusement, une nouvelle famille venait de s'installer dans la caravane voisine de ces hommes. Et apparemment, ils n'ont pas reçu ce message. Les 3 hommes ont été arrêtés et condamnés à la réclusion à perpétuité pour de multiples chefs d'accusation. La femme asiatique n'a jamais été attrapée car elle n'était pas présente lors de la descente. L'un des hommes est d'ailleurs mort en prison 1 mois après son arrestation à cause de plusieurs années de consommation de drogue. La caravane où ils l'ont trouvé a été démolie 1 semaine après l'arrestation des suspects. Nous ne sommes jamais retournés dans ce village depuis, et il est fort probable que nous n'y remettrons jamais les pieds. Et vous, qui écoutez ce récit, soyez toujours prudents avec qui vous faites confiance, car même les personnes apparemment les plus gentilles et inoffensives peuvent être le leurre du monstre pour attirer ses proies. J'ai toujours entendu des histoires sur des villages cachés dans des endroits reculés, perdus dans le temps, soit par abandon, soit parce que les gens ont préféré s'installer dans des zones plus urbaines. Cela a toujours éveillé ma curiosité, et je voulais voir si ce que les gens disaient de ces villages était vrai. Alors un jour, j'ai décidé de visiter un supposé village abandonné qui se trouvait à quelques kilomètres de ma ville et qui était assez populaire parmi les curieux de ce genre de choses, comme moi. Cependant, en arrivant là-bas, j'ai été très déçu de découvrir qu'il s'agissait en réalité d'un piège à touristes, loin d'être abandonné. Au contraire, il était complètement rempli de gens. Il y avait des boutiques de souvenirs, des visites guidées et toutes ces choses. Néanmoins, j'ai passé un bon moment, mais ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé de cet endroit. Cela devait être parce qu'il était trop populaire. Je me suis demandé si le terme « village caché » signifiait que le village en lui-même était littéralement caché du regard humain et si ces endroits existaient vraiment. J'habite dans une grande ville, pleine de gens, et la chose la plus proche d'un village caché est ce que je viens de vous décrire.
Cependant, un jour, en parcourant des publications sur une page Facebook liée à ces sujets, je suis tombé par hasard sur un autre supposé village caché qui se trouvait dans la ville voisine et dont apparemment peu de gens avaient connaissance. Le meilleur dans tout cela est que cela ne semblait pas très compliqué de s'y rendre. Il se trouvait simplement dans une zone très reculée, où il n'y avait pas de civilisation à des kilomètres à la ronde. Cependant, il faudrait marcher, et comme un de mes meilleurs amis est un alpiniste passionné, je lui ai demandé s'il voulait m'accompagner dans ce voyage d'exploration, et il a adoré l'idée. Ce soir-là, j'ai trouvé l'emplacement exact où le village caché était censé se trouver, et le lendemain matin, nous sommes partis. Nous sommes arrivés à l'endroit environ 4 heures plus tard. Nous avons garé la voiture dans un vieux parking à proximité et avons commencé à marcher. Mon ami était très enthousiaste à propos de cette promenade, et moi aussi, j'étais impatient de faire cette randonnée. Le temps était parfait, et la route n'était même pas à moitié aussi difficile que à quoi je m'attendais. Donc nous pouvions avancer sans problème. Cependant, nous n'avons pas trouvé le village caché, mais à la place, nous avons exploré d'autres points d'intérêt mentionnés sur la carte, des curiosités historiques et d'autres attractions, surtout parce que toute cette région avait fait partie d'un complexe minier il y a de nombreuses années, mais elle était maintenant complètement abandonnée. Notre petite expédition a dû être interrompue temporairement car le ciel est devenu d'un gris intense, et nous savions qu'il allait pleuvoir. Au début, la pluie était légère, mais ensuite elle est tombée très fort. Nous n'avions pas prévu de devoir nous abriter, mais nous l'avons fait. Nous avions aperçu un monument en pierre il n'y a pas longtemps, qui avait une arche, et nous avons pensé que cela serait suffisamment grand pour que nous puissions nous y réfugier de la pluie. Nous sommes revenus sur nos pas, en traversant une zone surélevée à travers quelques arbres, et en 5 minutes, nous y étions. Je suppose qu'à cause de la marche que j'avais faite ce jour-là, j'étais plus fatigué que je ne le pensais, car soudainement, je me suis senti incroyablement somnolent. Dès que nous sommes arrivés, j'ai dû m'asseoir sous l'avant-toit de cette structure en pierre car ma tête tournait, et mon ami devait ressentir quelque chose de similaire, car il mimait mes mouvements. Après une durée indéterminée, je me suis réveillé. Je ne me suis même pas rendu compte que je m'étais endormi. Ce qui m'a réveillé, c'était le son de la voix de quelqu'un que je ne connaissais pas, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre était là avec nous. La pluie avait également cessé, et j'avais un peu peur. Alors j'ai lentement ouvert les yeux, juste un peu, pour essayer de voir qui était là. Les yeux plissés, j'ai vu plusieurs silhouettes devant nous et j'ai remarqué que, malgré la pluie, le soleil était encore dans le ciel, donc il était encore tôt. Les silhouettes étaient dans l'ombre. Je ne pouvais pas distinguer leurs traits, car elles se tenaient juste à l'intérieur de la ligne dense d'arbres entourant le monument. Peu à peu, je revenais à moi, et c'est alors que j'ai découvert quelque chose de bizarre. J'entendais ces silhouettes parler, mais leur voix était très inhabituelle, plus aiguë que la normale, et ce qu'elles disaient n'avait aucun sens, ou du moins, pas pour moi. J'étais maintenant assis par terre, les genoux contre ma poitrine et la tête inclinée en avant. Je venais à peine de lever un peu la tête quand j'ai entendu ces voix étranges, mais c'était suffisant pour voir les silhouettes parmi les arbres. J'ai regardé un peu plus haut et j'ai vu qu'il y avait 3 de ces silhouettes, grandes. Elles semblaient humanoïdes et portaient sûrement des chapeaux, comme des chapeaux de fermier ou quelque chose comme ça, mais pour une raison quelconque, ma vue était floue. Peu importe combien je tentais de les distinguer, je n'y parvenais pas. J'ai essayé de me lever, mais mon corps a refusé de bouger. Je suis resté figé sur place. Ensuite, les silhouettes ont commencé à bouger. Elles se déplaçaient si rapidement et bizarrement, comme si je regardais une seule image d'une vidéo. Leurs mouvements étaient saccadés et dérangeants, et elles se dirigeaient vers moi. À ce moment-là, une peur inconnue jusqu'alors m'a frappé jusqu'au fond de moi. L'une de ces créatures tenait quelque chose dans sa main. Cela ressemblait à un bâton,
et elle le secouait comme si elle était très en colère, bien que je ne puisse pas comprendre ce qu'elle disait. Leur ton semblait être celui de l'agacement. Leur voix sonnait comme si elle passait une cassette en avance rapide. C'était très étrange, surréaliste. J'avais l'impression d'être dans un rêve, mais j'étais certain d'être éveillé. L'une d'elles s'est séparée des autres et s'est approchée de moi. Je ne pouvais toujours pas bouger, mais je sentais des gouttes de sueur couler de mon front sur mes yeux et mon nez. J'étais complètement terrifié. Je pensais que je ne cesserais jamais de transpirer. C'était un enfer. Ensuite, son visage sombre s'est approché très près du mien, et elle continuait à marmonner de colère avec cette voix rapide de cassette. Mais le plus étrange était que je ne pouvais toujours pas la distinguer. Ma vision restait floue. Mais à ce moment-là, quelque chose d'encore plus étrange a commencé à se produire. J'ai commencé à ressentir une chaleur intense. C'était comme si une braise ardente était juste devant moi. Je sentais littéralement que je brûlais vivant, mais je ne pouvais toujours pas bouger. Que se passait-il? Je tremblais, mais j'étais paralysé et brûlant. Je ne comprenais rien. C'est alors que j'ai entendu cette silhouette sombre au chapeau dire quelque chose plus lentement. Et étrangement, j'ai pu le comprendre parfaitement. Pars d'ici. Et si tu reviens, je te tuerai. À ce moment-là, ma conscience s'est éteinte. Quand je me suis réveillé, la pluie avait cessé depuis longtemps, car le sol n'était même plus mouillé. J'avais l'impression de sortir d'un cauchemar. Le ciel était trompeusement clair, et je me suis rendu compte que je pouvais à nouveau bouger. La première chose que j'ai faite a été de me diriger vers mon ami, qui dormait encore profondément. J'ai vu qu'il était couvert de sueur, tout comme moi. Je l'ai secoué pour essayer de le réveiller, mais il ne s'est pas immédiatement levé. Il l'a fait quand je lui ai dit « Eh, c'est moi ». Alors il a ouvert les yeux, paniqué, et je suis sûr qu'il avait vu les mêmes silhouettes sombres que j'avais vues, et probablement aussi entendu ce que cette chose avait dit. À ce moment-là, mon ami s'est levé d'un bond et a commencé à marcher en direction de là où nous étions venus, semblant très effrayé et sans dire un mot. Ensuite, il m'a regardé par-dessus son épaule comme pour dire « Je ne vais pas t'attendre ». Alors je l'ai suivi immédiatement et nous avons couru en arrière par le sentier de montagne jusqu'à la voiture. Pendant tout le trajet, personne n'a dit un mot. Personne ne voulait parler des silhouettes que nous avions vues et de tout ce qui s'était passé près de ce monument. Pendant la marche du retour, j'ai commencé à penser que cela pourrait être un rêve, mais tout semblait trop réel. Cependant, quand nous sommes arrivés à la voiture, j'ai vu quelque chose sur mes vêtements qui a effacé tout doute. J'ai remarqué que ma chemise en polyester était légèrement brûlée, noircie et roussie, et en regardant mon ami, je me suis rendu compte que la sienne était exactement dans le même état. Mon cœur s'est mis à battre très rapidement, presque comme s'il allait sortir de ma poitrine. Mais je suis monté dans la camionnette, je l'ai démarrée et j'ai quitté cet endroit à toute vitesse, et je n'y suis jamais retourné, tout comme je n'ai plus jamais eu envie de visiter un autre village abandonné de ma vie. Je m'appelle Valeria, et cela s'est produit alors que j'étais en vacances de 2 semaines avec mes meilleurs amis à Las Vegas. Betty et Jasmine sont mes meilleures amies de toujours. Nous avions toutes les trois toujours voulu aller à Las Vegas, alors quand nous avons finalement pu nous permettre ce luxe, nous n'avons pas perdu de temps. Bien que Betty soit excitée par le peu de jeux que nous avions prévu de faire, moi, je ne pouvais pas attendre de visiter un village fantôme soi-disant abandonné dont mon père m'avait raconté beaucoup d'histoires. Bien qu'au début mes amis étaient contre, je les ai finalement convaincus. Nous avons donc loué une camionnette et conduit jusqu'au village fantôme le premier jour de notre 2e semaine à Las Vegas. Nous nous sommes assurés d'arriver vers 16h30 pour pouvoir explorer un peu tant qu'il faisait encore jour. Par chance, nous n'avons pas eu à supporter la chaleur intense trop longtemps. Mais je dois l'admettre, dès que nous sommes arrivés dans le village fantôme tant attendu, j'ai réalisé que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Mon père avait fait en sorte que toutes les maisons soient encore en bon état,
et qu'être là-bas soit comme marcher dans une capsule temporelle de l'époque où la ville a été abandonnée dans les années 50. Mais ce n'était pas du tout le cas. C'était comme marcher dans un désert désolé, avec seulement de la poussière et de la chaleur à chaque pas. Alors que nous marchions dans les rues entourées de bâtiments couverts de graffitis, dont la plupart avaient même de grands trous sur les côtés des maisons par lesquelles on pouvait voir, j'ai remarqué que Betty et Jasmine se sentaient mal à l'aise, car en marchant dans la rue, elles continuaient à regarder autour d'elles, comme si elles craignaient que quelqu'un nous suive. J'ai essayé de ne pas laisser cela m'affecter, mais il n'a pas fallu longtemps avant que je commence à me sentir nerveuse moi aussi, et pour une bonne raison. Le fait est qu'il commençait à faire nuit, et cela n'a fait qu'empirer le sentiment. J'ai essayé de remonter le moral en rappelant à mes filles que nous avions apporté un dîner incroyable à manger après avoir installé notre campement. Dès que j'ai mentionné cela, c'était comme si toute la tension avait disparu. Mes amis ne se concentraient plus sur les horreurs potentielles qui auraient pu nous entourer, mais plutôt sur la recherche d'un bon endroit pour installer notre campement. Nous marchions dans la rue principale du village fantôme, lorsque soudain Betty nous a rappelé qu'il y avait une maison qui semblait être en relativement bon état, un peu plus loin sur cette même rue. Alors nous avons toutes décidé de la vérifier pour voir si nous pouvions y dormir. Mais c'est alors que nos peurs ont commencé à devenir réalité. Alors que nous nous dirigions vers la maison où nous allions dormir, Jasmine a attrapé Betty et moi par les épaules et, d'une voix très basse, nous a dit « Les filles, je crois que nous ne sommes pas seules. » En entendant cela, j'ai commencé à rire, car elle a toujours été la blagueuse du groupe, et je pensais que c'était juste une de ces farces tordues. Mais ensuite, j'ai tourné la tête et l'ai regardée. Et c'est alors que j'ai remarqué qu'elle était pratiquement retournée, regardant derrière nous pendant que nous marchions. J'ai regardé par-dessus mon épaule en direction de là où ses yeux pointaient, et comme il n'y avait pas de lumières allumées dans la rue à ce moment-là, ou peut-être depuis des années, il était presque impossible de distinguer quoi que ce soit au début. C'était difficile à voir, mais une fois que cela a bougé, il n'y avait aucun doute qu'il y avait quelqu'un qui marchait dans la rue derrière nous. Je ne pouvais presque distinguer que sa silhouette sombre, mais il n'y avait aucun doute qu'il marchait dans notre direction. Jasmine a demandé si nous devions peut-être dire quelque chose, mais Betty et moi étions d'accord pour dire que nous devrions continuer à marcher. Peut-être s'agissait-il de quelqu'un qui, comme nous, avait eu la brillante idée de venir camper dans un village fantôme, et nous espérions qu'il nous laisserait tranquilles rapidement. Mais nous avions tort, car dès que nous avons tourné le coin et continué à marcher dans la rue, nous avons toutes entendu le son des chaussures de la personne frappant le pavé rapidement et fortement, comme si elle avait commencé à courir. J'ai tourné la tête à nouveau, et cette fois, tout ce que j'ai pu dire, c'est qu'il fallait courir tout de suite, car lorsque j'ai regardé par-dessus mon épaule, je me suis rendu compte que la silhouette sombre était maintenant beaucoup plus proche de nous et ne montrait aucun signe de ralentissement. Nous avons toutes les trois couru dans la rue pendant un moment avant de décider de tourner dans l'un des jardins et de courir à travers les maisons, espérant perdre celui qui nous poursuivait. Nous avons couru à toute vitesse sur quelques mètres avant que Betty ne dise qu'elle ne pouvait plus courir. Et en effet, nous étions toutes essoufflées à ce moment-là. Nous avons donc décidé de courir sur le porche arrière de l'une des maisons pour voir si la porte était ouverte, espérant pouvoir nous cacher à l'intérieur. Mais ce n'était pas le cas. Quand Jasmine et Betty m'ont rejoint sur le porche, j'étais sur le point de dire que la porte était fermée lorsque Jasmine a posé 16 mains sur les épaules de Betty, et les miennes simultanément, et nous a poussés vers le bas pour que nous nous accroupissions toutes. Très silencieusement, Jasmine nous a dit de ne pas parler, et nous a murmuré qu'il arrivait. J'ai pu entendre les pas de la personne qui nous poursuivait courir sur les jardins couverts de terre sèche. Nous avons toutes retenu notre souffle, tandis qu'il contournait le coin. À ce moment-là, j'ai pensé que tout était fini et que nous avions été attrapés par un maniaque quelconque. Mais heureusement, qui que fût cet individu effrayant, il a dû penser que nous avions continué à courir, car il n'a même pas regardé le porche en passant en courant. Nous avons attendu 1 ou 2 minutes en silence complet
pour nous assurer que la personne ne reviendrait pas, et une fois sûr qu'elle était partie, nous avons toutes repris notre souffle et avons décidé de partir au plus vite. Sans attendre davantage, nous avons quitté le porche et traversé à nouveau les jardins des maisons abandonnées, de sorte que lorsque nous sommes arrivés, nous avons couru directement vers l'allée où était garée la camionnette que nous avions louée. Nous sommes montés dedans aussi vite que possible avant de démarrer et de retourner en ville. De retour à l'hôtel, j'ai raconté notre étrange rencontre à mon père et il a été très perplexe. Il a dit que rien de tel ne lui était arrivé lorsqu'il était plus jeune, mais il m'a ensuite rappelé gentiment que c'était il y a longtemps. Je m'appelle Amanda. Récemment, j'ai dû déménager dans un nouveau quartier en raison d'un incident terrifiant que j'ai eu avec un autre résident du village où je vivais. Cet homme s'était obsédé par moi au point de tenter de m'enlever et de presque me tuer dans le processus. Actuellement, cet homme est en prison et y restera pendant encore plusieurs années. Cependant, sa famille vit toujours dans le même quartier et a menacé ma famille à plusieurs reprises. C'est pourquoi ma mère a décidé que nous serions plus en sécurité ailleurs, mais que nous devions partir sans prévenir et sans éveiller leurs soupçons. Ainsi, il y a quelques semaines, nous avons empaqueté tout ce que nous pouvions dans notre voiture et nous nous sommes éclipsés de nuit sans que personne ne sache où nous allions. Mais c'est la fin de cette histoire d'horreur de la vie réelle, ou du moins ceux qui en est écrit jusqu'à présent. Car honnêtement, je pense que cela n'est pas encore terminé. Cependant, aujourd'hui, je vais vous raconter comment tout cela s'est passé. Ma mère et ma sœur cadette vivaient dans ce petit village du Wisconsin depuis les 7 dernières années avant que je ne les rejoigne. J'avais vécu avec mon père en Californie depuis qu'il s'était séparé de ma mère. J'aimais vivre là-bas et je ne voulais pas quitter mes amis. Mais je voyais rarement ma sœur et elle me manquait beaucoup. Alors un jour, j'ai décidé de déménager dans le Wisconsin pour vivre avec elle. Le jour où je suis arrivé, j'ai remarqué un groupe de garçons plus âgés, c'est-à-dire d'environ 18 ou 19 ans, assis devant la maison. Et l'un d'entre eux était assis sous un arbre, me regardant fixement. Il y avait quelque chose dans sa façon de me regarder qui m'a vraiment mise mal à l'aise. C'était Brand, et il serait le garçon qui faillirait me tuer, mais à ce moment-là, je n'avais aucune idée de cela. Les premières fois que nous nous sommes vus, il a gardé ses distances. Il lui a fallu environ 1 mois pour se présenter, et c'était surtout parce que les circonstances l'y ont contraint. Car nous nous sommes retrouvés à l'arrêt de bus et avons failli nous heurter. Ce jour-là, nos regards se sont croisés pour la première fois, et je me souviens encore de cette étrange sensation d'indécision que j'ai ressentie en le regardant dans les yeux. D'un côté, c'était un garçon très beau, mais au fond de moi, j'avais ce sentiment de méfiance, comme un 6e sens qui te prévient que cette personne n'est pas bonne pour toi. Nous nous sommes regardés en silence pendant quelques instants avant qu'il ne se présente finalement et que je fasse de même. Il m'a tendu la main et nous nous sommes serrés la main, un geste très maladroit qui marqua le début d'une amitié courte, mais finalement effrayante. Notre première journée ensemble fut amusante et il n'y avait aucune indication de ce qui allait se passer. Brand est resté timide pendant un moment et ce jour-là, il n'a pas beaucoup parlé. Nous étions chez une amie commune qui fêtait son anniversaire, et elle nous avait invités. Il n'y avait pas beaucoup de monde, en fait, nous n'étions que 5. Elle, Brand, Marshall, Angelica et moi. Ce jour-là, je m'amusais bien avec tout le monde, mais peu de temps après avoir coupé le gâteau, Marshall et Angelica sont partis, et il ne restait que Suzy, Brand et moi. Je ne comprenais pas pourquoi Brand restait alors que seule Suzy et moi interagissions, car il avait passé la majeure partie de la réunion assis sur le canapé sans dire un mot. À un moment donné, Suzy a dû aller aux toilettes, et Brand et moi sommes restés seuls dans le salon. À ce moment-là, je me suis retrouvé à faire une petite conversation pour éviter tout silence gênant. Il m'a parlé d'une zone boisée à proximité où les autres garçons plus âgés passaient du temps. Et il m'a invité à les rejoindre le lendemain d'après-midi. Je n'ai vu aucun mal à cela. Au contraire, étant presque nouvelle dans le village,
cela m'a semblé être une bonne occasion de rencontrer d'autres jeunes. Le lendemain, il est venu me chercher chez moi pour aller à l'endroit qu'il m'avait dit, et quand nous sommes arrivés, il y avait déjà 3 autres jeunes, un garçon et 2 filles, qui fumaient. Brand et moi sommes restés un moment et avons fumé avec le groupe. Ce n'était pas nouveau pour moi, car quand je vivais avec mon père, je fumais aussi en cachette avec un groupe d'amis du quartier. À la fin de la journée, tout s'était bien passé, et j'avais réussi à me faire 3 nouveaux amis. Après cela, Brand et moi avons continué à traîner dans la maison club, comme nous l'appelions. C'était la zone boisée où nous nous réunissions pour fumer, et en général, nous nous entendions très bien, jusqu'au jour où il m'a demandé de devenir sa petite amie. Ce jour-là, sa question m'a prise par surprise. Sincèrement, bien qu'il soit beau et qu'il se soit montré agréable jusqu'à présent, il ne m'attirait pas comme un petit ami. Je le voyais plus comme un bon ami, et c'est ainsi que je voulais que les choses restent. Mais je ne voulais pas blesser ses sentiments, alors j'ai essayé de le repousser aussi doucement que possible. Il n'a rien dit, et j'ai pensé qu'il était simplement un peu déçu. Alors pour détendre l'atmosphère, j'ai rapidement changé de sujet, mais peut-être que je l'ai fait d'une manière un peu trop brusque. J'avais vu un chat tigré marcher à environ 10 mètres de nous, et j'ai dit quelque chose comme « Oh, un chaton ! Regarde comme il est mignon, viens ici, petit chaton. » C'est alors qu'il a fait quelque chose qui m'a vraiment surprise. Il a ramassé une poignée de cailloux et a commencé à les lancer sur la pauvre créature. Heureusement, il a raté tous ses tirs, mais cela m'a horrifié et bouleversé à parts égales. Alors j'ai commencé à lui crier dessus, demandant en ceux qui n'allaient pas chez lui. J'étais vraiment en colère, et je suis rentré chez moi. Je suis rentré sans être vraiment sûr de l'avenir de notre amitié, mais nous nous sommes revus plus tard dans la semaine. Le frère de Brand et quelques autres se baignaient dans la piscine d'un voisin et ont invité ma sœur et moi à les rejoindre. Alors nous l'avons fait. J'ai couru chez moi, mis mon maillot de bain préféré, les ai rejoints et j'ai sauté dans la piscine. Je m'amusais à éclabousser les autres et à me rafraîchir un peu, car il faisait probablement plus de 40 degrés ce jour-là et l'eau était agréable. À un moment donné, je suis sorti de la piscine pour prendre un verre d'eau et discuter avec l'un des garçons que je venais de rencontrer, quand tout à coup, Brand a couru vers nous et a poussé le garçon dans la piscine. Tout le monde, y compris la victime, a commencé à lui crier dessus et à lui demander pourquoi il avait fait cela. Mais au lieu de s'excuser, il est parti en tapant des pieds, tout comme il l'avait fait dans les bois. Plus tard, nous nous sommes retrouvés dans une petite place au centre du village, où nous nous réunissions tous les après-midi pour passer du temps ensemble. Je lui ai alors demandé pourquoi il avait fait cela, et il m'a répondu qu'il avait été submergé par la jalousie en me voyant parler avec ce garçon. Il m'a dit qu'il ne voulait pas me voir avec un autre garçon, et a insisté sur le fait qu'il était amoureux de moi et que personne d'autre ne m'aimerait comme lui. Honnêtement, il n'a pas dit cela de manière agressive, mais il y avait quelque chose dans sa façon de me regarder et dans la manière dont il a prononcé ces mots qui m'a donné des frissons. Si j'avais été intelligente, j'aurais fui à ce moment-là. Mais la vérité est qu'en quelque sorte, j'ai eu pitié de lui. Le regard que j'ai vu sur son visage après ces paroles aurait dû être un autre signal d'alarme. Mais il semble que je ne sois pas très intelligente. Le reste de la journée s'est bien passé, et il ne s'est passé rien d'effrayant toute la semaine. Nous avions passé du temps à jouer, à fumer chez un ami, et cet après-midi-là, Brand a essayé de me voler un baiser. Je n'ai rien dit tout ce temps, et en vérité, je faisais tout ce que je pouvais pour ignorer ce qu'il disait, cherchant une opportunité de m'échapper. À mesure que nous approchions, j'ai pu voir un feu de camp brûler au loin. Mon Dieu, depuis combien de temps a-t-il planifié cela ? Me suis-je demandé. Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes assis ensemble sur un long tronc qu'il avait disposé à cet endroit. Il m'a regardé dans les yeux avec nostalgie et a parlé de combien je l'avais blessé en refusant de devenir sa petite amie.
Il s'était accroché à l'espoir que nous étions destinés l'un à l'autre, et il avait imaginé que s'il me volait un baiser, peut-être que je me rendrais compte que je l'aimais aussi. Pendant un bref instant, j'ai oublié comment j'étais arrivé là, et un sentiment de pitié a traversé mon esprit, mais cela n'a pas duré, et ce qu'il a dit ensuite m'a ramené à la réalité de ma situation, me convainquant que mes soupçons précédents étaient fondés. Il a dit que, malheureusement, le temps lui avait montré que je ne serais jamais prête à accepter notre destin ensemble, et qu'il avait été idiot de penser qu'une fille aussi belle voudrait jamais être avec un déséquilibré comme lui. Puis il a dit la chose la plus effrayante que j'ai jamais entendue, qu'un rêve qu'il avait fait lui avait montré que si nous mourions ensemble, les choses iraient mieux. Lorsqu'il a dit cela, il a caché son visage, et des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Ensuite, il a levé sa main avec le couteau pour essuyer ses larmes. Et je me suis rendu compte que c'était la seule occasion que j'aurais pour m'échapper de la vivante. J'ai donc saisi cette fraction de seconde où il a baissé les yeux pour lui arracher le couteau, me lever et commencer à courir aussi vite que mes jambes pouvaient me porter. Il faisait sombre, mais j'avais parcouru ce chemin suffisamment de fois pour savoir que les lumières que je voyais au loin appartenaient aux maisons du village. Une seule fois, j'ai osé regarder en arrière, et j'ai vu qu'il était dangereusement proche, mais j'ai donné tout ce que j'avais, sachant que s'il m'attrapait, j'étais morte. Et cela a suffi pour me motiver à ne pas ralentir. Je me suis approché du bord des arbres, et j'ai vu les lumières du village se rapprocher de plus en plus. Alors j'ai commencé à crier à l'aide. La douleur dans mes jambes devenait insupportable et je savais que je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Soudain, alors que je m'approchais de la route, une masse de lumière brillante a inondé tout ce qui se trouvait devant moi et je me suis heurté à quelque chose. Mais avant de tomber, quelqu'un m'a attrapé et m'a soulevé. Pendant une seconde, j'ai pensé que Brand m'avait attrapé et j'ai pensé « c'est la fin ». Alors j'ai laissé échapper le cri le plus fort que j'ai jamais émis dans ma vie. J'ai crié si fort que mes poumons brûlaient, car je n'allais pas mourir en silence et docile. Si c'était ma fin, quelqu'un devait entendre, même si c'était mon dernier cri de désespoir. Mais ensuite une voix calme m'a dit « Tranquille, c'est fini ». Il s'est approché et a posé sa main sur ma tête. Alors j'ai levé les yeux une dernière fois, sachant que ce visage serait le dernier que je verrais. Mais le visage n'était pas celui de Brand. C'était celui d'un homme plus âgé, avec une moustache touffue, et quand nos yeux se sont croisés, il m'a dit « ce qui, à ce moment-là, ressemblait à de la musique pour moi. Tranquille, ma fille, tu es en sécurité, je suis policier. » Alors j'ai regardé autour de moi, et j'ai vu qu'il y avait 3 voitures de patrouille dans la rue, et que quelques officiers mettaient Brand menotté à l'arrière de l'une d'elles. Le cauchemar était enfin terminé. Ma mère et ma sœur m'ont entouré de leurs bras. Nous nous sommes étreintes fermement et elles ont pleuré comme des bébés. Ma mère et ma sœur, en voyant que je ne revenais pas, ont immédiatement craint le pire et ont appelé la police. Et ils m'ont cherché toute la soirée. Quelques minutes plus tard, une ambulance est arrivée. Là, ils m'ont examiné pour s'assurer que j'allais bien. Finalement, ils ont emmené Brand, et quand il a été temps de fixer sa caution, il a été décidé de ne pas en accorder. Donc, au moins jusqu'aux dates du procès, il restera en prison. Cependant, le cauchemar n'était pas complètement terminé, car après tout cela, nous avons commencé à avoir de nombreux problèmes avec la famille de Brand, car ils me tenaient pour responsable de ce qui s'était passé. Vous pouvez y croire ? 16 parents ont dit à tout le monde que j'étais une vipère qui avait trompé et manipulé leur fils au point de lui causer une crise de nerfs. Un jour, ils ont attaqué la voiture de ma mère avec des œufs et ont brisé nos fenêtres. Même après avoir appelé la police, nous n'avions aucune preuve qu'ils l'avaient fait et depuis lors, la situation n'a fait qu'empirer. Et si j'ai appris quelque chose de cette expérience terrifiante, c'est qu'il ne faut jamais ignorer les avertissements, car ensuite, il pourrait être trop tard. Nous avons donc préféré mettre de la distance entre nous et eux, et nous avons déménagé dans ce nouveau quartier.
Cela ne fait que quelques mois que cela s'est produit, et d'après ce que m'a dit le procureur, il faudra probablement plus d'une année avant que le procès ne commence, mais pendant ce temps et jusqu'au procès, je souhaite retrouver la paix et me remettre de cette amère expérience.